Mercredi 4 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Le Rural Béni TV. Nous ouvrons ce premier numéro du mois avec les actualités agricoles qui animent nos campagnes. Au sommaire ce soir, face à la cherté des pesticides et aux risques liés à leurs utilisations, quelles précautions adopter pour protéger sa santé? À quelle période effectuer les traitements et quels délais respecter avant la commercialisation des récoltes? Comment sécuriser ses revenus agricoles et éviter l'endettement? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Depuis quelques jours, le prix de maïs a connu une baisse dans cette édition. Le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche d'Ossa Aguemon revient sur les raisons de cette tendance et les perspectives à venir. Le dérèglement climatique impacte fortement le monde rural. Inondations et sécheresses se multiplient. Comment les femmes vivent-elles ces crises répétées? Dossier dans cette édition. Dans cette édition, nous vous présenterons les marchés qui seront animés dans quelques départements du pays les jeudis et vendredis prochains. Et pour finir, un détour à l'international avec quelques actualités au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. À nouveau, bonsoir. On démarre cette édition avec les prévisions météorologiques de demain dans les villes de Porto-Novo et de Parakou. Pour demain à Porto-Novo, ville à 3 noms, le temps sera globalement sec et stable. Le matin, le ciel sera très nuageux avant de devenir variable. Température 26 degrés Celsius, ressenti estimé à 29 degrés Celsius. Vent du sud-ouest à 10 km par heure, rafale jusqu'à 15 km par heure. Aucune pluie prévue. En soirée, le ciel restera peu nuageux. Température autour de 28 degrés Celsius, ressenti 30 degrés Celsius. Vent sud-ouest à 15 km par heure, rafale pouvant atteindre 25 km par heure. Temps sec toute la journée. La journée de demain à Parakou restera calme et sèche. Le matin, ciel peu nuageux, température 24 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius. Vent du sud à 10 km par heure, rafale jusqu'à 20 km par heure. Pas de pluie annoncée. En soirée, le ciel deviendra plus couvert. Température autour de 31 degrés Celsius, même ressenti. Rafale pouvant atteindre 20 km par heure, atmosphère variable mais sans précipitation. Si le maïs a connu une baisse de prix, le constat est tout autre pour la viande de bœuf. À Kandy, le kilogramme de viande de bœuf est passé de 2000 à 2500 francs CFA, une hausse qui pèse lourd sur le panier de la ménagère dans la cité des Saka et des Kandy sous-nom. Selon plusieurs sources, des camions chargés de bœufs quittent chaque jour des localités comme Kogounou, Parakou et d'autres zones pour être acheminés vers les pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Face aux attaques des insectes et autres ravageurs, de nombreux producteurs font recours aux pesticides pour protéger leurs cultures. Mais cette pratique comporte des risques pour la santé et l'environnement. Comment se protéger efficacement avant chaque pulvérisation? À quel moment privilégier les traitements? Et surtout, quel délai respecter avant toute mise sur le marché des récoltes? Shekinata Adjaro et Léonide José apportent des éléments de réponse dans ce reportage. Suivez. Afin de lutter contre les insectes et autres ravageurs dans les champs, de nombreux producteurs ont recours aux pesticides. Toutefois, leur utilisation nécessite un équipement de protection particulière afin de limiter les risques d'intoxication et d'éclaboussure. Du haut vers le bas, nous pensons, n'est-ce pas, aux lunettes pour éviter les éclaboussures, n'est-ce pas, des pesticides dans les yeux. Il faut un chapeau pour empêcher que le produit tombe sur la tête
faut des gants pour se protéger, pour la main, n'est-ce pas, contre ces pesticides. Il faut des bottes. Et enfin, un vêtement pour se protéger le corps. Il faut nécessairement des masques. C'est surtout ce matériel-là, il faut utiliser pour éviter que le produit soit inhalé par l'opérateur. Au-delà des équipements de protection individuelle que doivent porter les producteurs, le moment de pulvérisation est également déterminant. Il est recommandé d'appliquer les pesticides à des périodes appropriées de la journée afin de mieux cibler les ravageurs, d'éviter la brûlure des cultures et de réduire la dispersion des produits par le vent. Si par exemple, vous pulvérisez quand il y a de forts vents, le vent, pendant des vents, n'est-ce pas, trop forts, le produit peut aller loin, peut ne pas être déposé là où vous voulez. Ça peut aller très, très loin et aller infester des zones que vous n'aurez pas aimé et que ce soit infesté. Donc, en temps chaud, il ne faut pas utiliser les pesticides. Les pesticides, en principe, sont utilisés très tôt le matin ou tard le soir. N'est-ce pas? On n'utilise pas les pesticides en temps chaud parce que cela est préjudiciable, n'est-ce pas, aux plantes, aux cultures. Donc, très tôt le matin, parce que c'est en cette période que les pestes, les ravageurs sont encore dans le champ, sont encore en train de manger. Donc, en ce temps, quand vous pulvérisez, vous atteignez facilement les cibles. Le soir également, quand le soleil est en train de décliner, n'est-ce pas, ces ravageurs sont dans le champ. Mais quand c'est à midi, vous faites, il peut y avoir des risques de brûlure des feuilles. Par ailleurs, pour protéger la santé des consommateurs, il est indispensable de respecter le délai de carence d'au moins 5 jours selon le produit utilisé avant toute récolte ou mise en vente. Ce temps permet de réduire la présence des résidus chimiques sur les cultures. Par rapport au délai entre les traitements et la consommation, il te faut au moins 5 jours. Au moins 5 jours pour pouvoir consommer, avant de consommer ça. Cependant, certains producteurs font face à un défi majeur, l'accès limité à des alternatives biologiques efficaces contre les chenilles et autres ravageurs. Cette situation maintient une forte dépendance aux produits chimiques, notamment dans les grandes exploitations. Par rapport aux produits bio, il n'y a pas de produits qui arrivent à éradiquer efficacement ces ravageurs-là. Par exemple, si on prend les chenilles ou les plants de maïs, il n'y a pas un produit bio qui arrive à éradiquer ça efficacement. Donc, pour cette raison, on essaie toujours d'utiliser les produits toxiques en respectant les doses normales pour pouvoir chasser ces chenilles ou bien pour pouvoir neutraliser ces chenilles. Si l'utilisation des pesticides reste répandue, elle doit s'accompagner de bonnes pratiques. Port systématique d'équipements de protection, respect des doses recommandées et observation stricte des délais avant commercialisation. Autant de mesures essentielles pour protéger à la fois la santé des producteurs, celle des consommateurs et l'environnement. Le jeudi 26 février 2026, le Conseil départemental de concertation et de coordination du Borgou a tenu sa première session de l'année avec les nouveaux maires et adjoints. Les échanges ont porté sur la gouvernance locale, la sécurité, la cohésion sociale et le développement rural, notamment à travers la veille pastorale et le procès. Cette rencontre visait à renforcer l'engagement des nouveaux élus sur ces projets au service des populations. Depuis quelques jours, le prix du maïs connaît une baisse sur les marchés. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution. Le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Dossa Aguemon revient sur les raisons de cette tendance et les perspectives à venir. Suivez son intervention. Le prix des produits ont fondu globalement dans toute la sous-région. Les évaluations du 6 sont là. Vous pouvez aller vous ressourcer dedans. C'est une tendance globale de baisse des prix dans la sous-région. Quels sont les facteurs qui peuvent y concourir? Je vais peut-être insister sur ce que je vois comme étant le plus important. Vous savez, le Nigeria, quand on parle du marché des consommateurs dans l'espace CEDEAO, c'est le boss, c'est le plus grand. Aujourd'hui, le Nigeria a développé une politique d'importation du maïs d'un pays dont je tais le nom, mais qui lui revient moins cher que le maïs de la sous-région. Le Nigeria a développé une politique
d'importation de riz d'un pays où le riz est fortement subventionné pour pouvoir nourrir sa population. C'est son choix. Malgré que, d'un certain point de vue, cela met en difficulté un peu la politique agricole régionale à laquelle nous tous, nous avons souscrit. Et donc, cette situation où la demande nigériane aujourd'hui est coupée de l'offre régionale et est plutôt connectée à une offre qui vient de loin et qui, sous réserve de la qualité des produits, je ne vais pas rentrer dans ce détail, je n'ai aucun élément. C'est ça qui fait que la demande et l'offre locale dans tous les pays limitrophes a baissé. C'est la règle du marché. On trouve un prix d'équilibre qui, évidemment, défavorise les producteurs. Du 3 au 13 mars 2026, un atelier d'échange a été organisé dans le cadre de la mission conjointe de supervision du gouvernement du Bénin et du FIDA pour le compte du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADA. Cette rencontre vise à présenter le programme, faire le point sur la mise en œuvre des recommandations précédentes et préciser les objectifs assignés à cette nouvelle mission. Compte rendu avec Guillaume Atingosu, Vion Justin Adondé avec la signature vocale de Shekinat Adjaro. Dans le cadre de la mission conjointe de supervision du gouvernement du Bénin et du Fonds international de développement agricole FIDA pour le compte du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, au titre de l'année 2026 prévue du 3 au 13 mars 2026, un atelier d'échange a été organisé à l'INRAB. Cette mission marque une étape particulière. Il s'agit de la dernière mission de supervision avant l'achèvement du projet. C'est un exercice auquel nous sommes déjà habitués. La particularité cette fois-ci est que la présente mission est probablement la dernière mission de supervision de PADAM avant son achèvement en juin 2027. Cette mission de supervision constitue une opportunité essentielle pour évaluer les performances globales du projet, apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations antérieures et poser les bases d'une sortie durable. L'objectif de cette mission est en fait multiple. Comme discuté avec le ministre de l'Agriculture ce matin, on peut dire avoir retenu 4 thèmes principaux qui feront objet de notre observation. Le premier, c'est évidemment l'état des travaux infrastructurels qui représente une grosse partie du projet. Un deuxième point, c'est évidemment garantir la durabilité de ces infrastructures et donc préparer le projet à sa stratégie de sortie. Un troisième point très important pour un projet qui va vers son achèvement, c'est la capitalisation des acquis. Quatrième élément, c'est vérifier l'impact du projet. Nous devrons profiter de cette dernière mission de supervision pour préparer les éléments devant contribuer au rapport d'achèvement. Au cours de l'atelier, les participants ont pris connaissance du projet détaillé de la mission, de l'état d'avancement global du projet, du point sur les recommandations issues de la précédente mission, notamment celles déjà mises en œuvre, celles en cours d'exécution et celles qui restent à appliquer. À l'issue des travaux, les enseignements tirés seront capitalisés afin d'être utiles à d'autres projets. Au nom du DGFD, que dans l'aide-mémoire qui sera rédigée à la fin de cette mission, aucun problème, je le répète, aucun problème identifié ne sera mentionné dans l'aide-mémoire sans une piste de solution. Après cette séance, les débats se poursuivent à travers différents panels portant sur diverses thématiques. Une descente sur le terrain est ensuite prévue pour rencontrer les acteurs et les partenaires, échanger avec eux afin de procéder à la synthèse des travaux et à la formulation des recommandations avec l'équipe du FIDA. Au-delà de nos frontières, nous démarrons au Burkina Faso. Le 25 février 2026, un mémorandum d'entente de 5 ans a été signé à Ouagadougou entre le département d'État américain et le gouvernement burkinabé.
Ce partenariat mobilise jusqu'à 147 millions de dollars pour renforcer le système de santé, lutter contre les maladies infectieuses et améliorer la surveillance épidémiologique. On poursuit avec la République démocratique du Congo, où un important financement vient soutenir le développement agricole. Le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement ont signé un accord de 155 millions USD pour renforcer la connectivité du parc agro-industriel de Ngandadika dans la province de Lomami. L'objectif est de désenclaver la zone et de promouvoir le développement agricole durable. Après l'Afrique centrale, on se rend en Côte d'Ivoire, vitrine de l'agriculture africaine au Salon international de l'agriculture à Paris. Du 21 février au 1er mars 2026, au Salon international de l'agriculture à Paris, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, a présenté ses ambitions agricoles et signé plusieurs partenariats pour mobiliser des investissements et renforcer sa souveraineté alimentaire. Et pour finir ce tour d'horizon, on poursuit en Afrique subsaharienne avec une initiative majeure pour l'approvisionnement en riz sur le continent. Olam Agri a obtenu un financement de 100 millions de dollars sur 7 ans pour faciliter l'approvisionnement en riz depuis l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam vers plusieurs pays africains, dont le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et le Mozambique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Le climat se dérègle, les catastrophes se multiplient et les inégalités s'observent. En milieu rural, hommes et les femmes sont en première ligne face aux inondations et aux sécheresses. Moins de ressources, moins d'accès à la terre, mais plus de responsabilités familiales. Comment vivent-elles ces crises répétées? La réponse à cette question, c'est dans cet élément signé Anissé Ronguet et Léonide José. Les catastrophes climatiques, une oppression naturelle qui menace l'aise des victimes, se multiplient et fragilisent les communautés rurales. De diverses natures, ils constituent un facteur de trouble et de déséquilibre, puis éprouvent leur cible. Les catastrophes d'origine climatique d'abord sont celles que nous connaissons et que nous vivons ici, les inondations, les sécheresses, les risques d'érosion, les vents forts. Et ces catastrophes, c'est d'abord des phénomènes qui se manifestent de manière brutale et soudaine et qui peuvent causer des dommages à une communauté, à un territoire, à des personnes dont la capacité de faire face est faible. Les réalités varient en fonction de chaque milieu, ainsi du type de catastrophe, mais leurs manifestations restent de réels désastres jusqu'à perte de culture et de productions agricoles. L'inondation est plus désastreuse que la sécheresse. Pendant la sécheresse, nos cultures deviennent sèches. Si la pluie arrive aussi, la crue détruit nos productions et nous ne trouvons plus rien de potable à manger. La dernière inondation dont nous avons été victimes n'était pas si intense, mais elle a fait beaucoup de dégâts. Elle a détruit nos cultures et nous avons également perdu des vies humaines. Cette année, par exemple, nous avons retrouvé une personne morte à cause de l'inondation. Nous n'avons retrouvé que son sac et ses chaussures. Si ces phénomènes naturels affectent l'ensemble des populations, ils les soumettent à de rudes difficultés et leurs impacts ne sont pas toujours vécus de la même manière. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont principalement la destruction de nos productions. Nous n'arrivons pas à bien veiller sur nos enfants, nous manquons de pirogues, ce qui limite nos déplacements en cette période. Il n'y a que nos maris qui se débrouillent pour tenir le foyer et nous en souffrons énormément. Nos hommes souffrent beaucoup, ce sont eux qui font le maximum des tâches afin de nous faciliter l'entretien des enfants. Il arrive parfois qu'après le coucher, l'enfant tombe dans l'eau avec la moustiquaire et nous retrouvons leur corps au petit matin. Face à ces défis croissants, diverses initiatives sont mises en œuvre pour prévenir les risques et renforcer les capacités d'adaptation.
Si nos époux nous laissent, nous attachons les pieds de nos enfants à nos hanches ou à nos jambes pendant qu'ils sortent chercher ce que nous allons manger. Après des programmes d'accompagnement, sont venus installer des barrières pour nous indiquer chaque niveau de risque. Quand l'eau atteint le premier signe, nous savons immédiatement que la crue arrive et nous commençons à nous préparer. Au deuxième degré, nous avertissons nos proches. Le crieur public passe l'information à tout le monde. Et au troisième degré, nous informons le chef de quartier qui, à son tour, transmet la notification aux responsables du mot. La résilience face aux catastrophes climatiques passe par une meilleure prise en compte du genre dans les politiques publiques et les stratégies locales d'adaptation. Si nous ne comprenons pas de la même manière les événements dont nous sommes victimes, les documents qui sont là, donc les comprenons. On ramène ça dans leur langue, dans leur réalité. Il y a également l'implication des communautés dans le processus décisionnel. Quand les politiques, toutes ces approches permettront aux communautés de mieux comprendre le risque, de s'impliquer et de se voir beaucoup plus approcher des autorités politico-administratives. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, renforcer les capacités des femmes rurales apparaît désormais comme une nécessité. À présent, suivez cet élément qui présente les marchés qui s'animeront dans les départements du Plateau, du Zou, des Collines et du Mono. Du jeudi 5 au vendredi 6 mars 2026, les marchés hebdomadaires reprennent leur souffle à travers plusieurs départements du Bénin. Ces rendez-vous commerciaux, véritables poumons de l'économie locale, rassemblent producteurs, commerçants et consommateurs autour des étals chargés de vivres, de bétail et de produits transformés. Voici les places marchandes qui s'animent ces jeudis et vendredis dans quelques départements du Bénin. Demain jeudi 5 mars 2026 dans le Mono, les marchés de Danhoué, Lokossa et de Guinhou ouvrent le bal. Produits vivriers, poissons frais, huile rouge et condiments y seront au rendez-vous. Dans le Plateau, les étals se déploient à Yoko, Takon, Ipinlé, Asséna et Obada. Ces places constituent des carrefours d'échanges stratégiques entre communes et localités frontalières, favorisant l'écoulement des récoltes et l'approvisionnement des ménages. Le vendredi 6 mars 2026, les usagers des marchés du département des Collines doivent se rendre dans les marchés de Banter, Otola, Mbadjo et Aklampa. Maïs, igname, gari et produits forestiers y circulent abondamment, soutenant l'économie rurale. Dans le Zou, les marchés de Kokissa et de Wenhi accueilleront les commerçants de vivriers et d'articles divers. À Didja, précisément à Avokanzoun, le marché à bétail sera particulièrement animé, attirant éleveurs et acheteurs venus parfois de loin. Au-delà des simples transactions, ces marchés hebdomadaires demeurent des espaces de vie, de rencontres et de négociations qui structurent l'économie locale. Pour les producteurs, c'est l'occasion d'écouler leurs récoltes. Pour les ménages, celle de s'approvisionner des prix souvent plus accessibles. Rendez-vous donc sur ces différentes places marchandes pour faire vivre la dynamique commerciale locale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres informations et actualités agricoles. Excellente soirée, à la prochaine.